Bonjour, alors deuxième volet du thème 3 d'AGGSP de Terminale sur Histoire et Mémoire, on va cette fois-ci s'intéresser à l'histoire et aux mémoires des conflits, et oui avec des belles animations en plus, c'est formidable. Alors on va prendre deux exemples, la Première Guerre mondiale et la guerre d'Algérie, qui montrent qu'au cours du XXe siècle, il y a une affirmation des mémoires, et que les mémoires sont influencées par l'histoire et réciproquement. Alors au passage, je vous laisse deviner à quoi correspondent ces deux symboles, essayez de me donner la réponse dans les commentaires, on verra bien si vous trouvez. Commençons par la Première Guerre mondiale, et plus particulièrement le débat sur les causes de la Première Guerre mondiale. Pendant très longtemps, on a expliqué le déclenchement du premier conflit mondial par l'enchaînement inexorable des alliances, vous savez, le fameux jeu des alliances que vous voyez ici, qui précipite toute l'Europe dans la guerre. Et du coup, en se posant la question des causes de la guerre, on se posait aussi la question des responsabilités de la guerre. Qui était responsable de cette catastrophe meurtrière ? Pour les vainqueurs comme la France, la réponse ne fait pas de doute, et elle est d'ailleurs inscrite dans le traité de Versailles qui met fin à la guerre, l'Allemagne est responsable et doit donc payer, c'est l'article 231. Mais les Allemands, eux, considèrent ce traité comme un diktat, ils n'ont même pas été conviés aux négociations. Et donc, pendant une bonne partie de l'entre-deux-guerres, la question de la responsabilité de la guerre va être rejetée sur l'autre, sur l'ennemi d'hier. Pas seulement en France et en Allemagne d'ailleurs, mais aussi dans les autres pays. Et on voit bien qu'ici, la question historique de la responsabilité a des enjeux politiques. Alors on peut quand même noter l'œuvre de l'historien français Jules Isaac, qui en 1933 publie un livre dans lequel il nuance un peu la responsabilité de l'Allemagne. Mais cette vision demeure assez minoritaire parmi les historiens. Après la Seconde Guerre mondiale, cette question de la responsabilité de la guerre évolue, surtout en Allemagne, du fait de la culpabilité liée au nazisme et à ce second conflit, mais aussi du fait du rapprochement franco-allemand et de la construction européenne. Les analyses se font du coup plus nuancées, moins politiques, et l'historiographie des causes de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la vision qu'ont les historiens de cette question, évolue donc, notamment avec la thèse de l'historien allemand Fritz Fischer, en 1961, qui estime que l'Allemagne est bien en grande partie responsable de la guerre à cause de son impérialisme. Cela sera d'ailleurs la dernière grande controverse sur la question des responsabilités de la Première Guerre mondiale, car par la suite les historiens vont se rejoindre sur l'idée de causes multiples et de responsabilités partagées par toutes les grandes puissances dans ce déclenchement de la guerre. Ainsi, en 2013, c'est un historien australien, Christopher Clark, qui dans son livre expliquera que les différentes puissances européennes sont entrées en guerre comme des somnambules par une forme d'enchaînement non maîtrisé des événements. On le voit avec cet exemple, c'est le passage du temps ainsi que le changement de contexte qui permet d'aboutir à une vision plus apaisée de la réalité historique, même si celle-ci est toujours complexe et difficile à appréhender. Alors, on a vu que l'écriture de l'histoire était liée à des enjeux politiques, mais elle est aussi liée à des enjeux de mémoire. C'est ce que nous allons voir maintenant avec la guerre d'Algérie. Cette guerre, qui s'est déroulée de 1954 à 1962, est une guerre finalement multiple. C'est une guerre de décolonisation, puisque l'Algérie veut son indépendance, mais c'est aussi une guerre civile, puisque pour Paris, l'Algérie c'est la France. Et d'ailleurs, jusqu'en 1999, on parlera des événements d'Algérie ou des opérations de maintien de l'ordre, mais pas de la guerre. Mais l'Algérie, c'est aussi une guerre civile, entre Français, partisans ou non de l'indépendance, et entre Algériens, partisans des réformes ou de l'action violente, partisans de l'indépendance ou non. On a donc une multitude de mémoires de ce conflit. Ceux qui ont combattu ou non, les Français de métropole et les Pieds Noirs, les partisans du FLN et les harkis, bref, ces mémoires vont occuper une place plus ou moins importante selon les périodes. Ainsi, au lendemain de l'indépendance en Algérie, le gouvernement issu du FLN insiste sur le rôle de celui-ci dans la guerre, passant sous silence les autres mouvements indépendantistes algériens, et élaborant une version du conflit qui est à l'avantage du FLN. À l'inverse, en métropole, dans le contexte des 30 Glorieuses, du progrès de la construction européenne, le conflit algérien est mis en retrait. Des lois d'amnistie sont votées, les mémoires sont refoulées, et le travail rendu difficile, entre autres à cause de l'accès interdit aux archives. Il faut attendre les années 1970-80 pour que les mémoires du conflit se réveillent et se fassent entendre, réclamant plus de reconnaissance. C'est le cas des harkis en métropole, qui se sentent oubliés, des appelés du contingent qui réclament le statut d'anciens combattants, ou encore des victimes de la torture ou de la répression contre le FLN qui réclament justice. Le président François Mitterrand ayant été au gouvernement lors de la guerre d'Algérie, c'est surtout avec ses successeurs que l'État va mettre en place des actions de reconnaissance de ces mémoires. En 1983, les événements d'Algérie entrent dans les programmes scolaires. En 1999, on l'a dit, la loi reconnaît l'appellation de guerre d'Algérie, et cette loi d'ailleurs est votée alors que Jacques Chirac est président, lui-même ayant été un ancien appelé en Algérie. C'est ce même Jacques Chirac qui fait ériger en 2002 un mémorial aux soldats français et aux harkis morts en Afrique du Nord. Dans les années 2010, autre exemple, la reconnaissance va s'orienter sur le terrain des violences de la guerre. Par exemple, François Hollande reconnaît en 2012 la responsabilité de l'État dans la répression de la manifestation du 17 octobre 1961. Emmanuel Macron, lui, est le premier président qui n'était pas né au moment de la guerre d'Algérie.
et il va chercher à développer une mémoire plus apaisée, qui inclurait aussi les harkis et les rapatriés. En 2021, il demande un rapport à l'historien Benjamin Stora, vous le voyez ici, et ce rapport préconise de faire des petites avancées concrètes en matière de mémoire et d'histoire. C'est ainsi que le président va reconnaître l'assassinat de Maurice Audin, ça c'est en 2018 qu'il reconnaît ça, puis en 2021 il reconnaît l'assassinat d'Ali Boumendjel. En septembre 2021, Emmanuel Macron demande pardon aux harkis au nom de l'État pour les avoir abandonnés après-guerre. 3 semaines plus tard, il va qualifier de crime inexcusable pour la République la tuerie des manifestants algériens commise le 17 octobre 1961. En parallèle à cette reconnaissance des mémoires, le travail des historiens est facilité par un accès en théorie plus simple aux archives. Donc on voit qu'Emmanuel Macron cherche à la fois à reconnaître les différentes catégories de mémoire, si on veut, de la guerre d'Algérie, et puis aussi à favoriser la recherche historique, afin d'avoir des relations plus apaisées avec l'Algérie. Il y a des enjeux géopolitiques et économiques derrière, ne l'oublions pas, même si sur ce dernier point, on peut dire que ce n'est pas tout à fait une réussite pour le moment. Voilà, avec ces 2 exemples de la Première Guerre mondiale et de la guerre d'Algérie, on a pu observer les liens existants entre histoire et mémoire. On va voir ensuite les liens entre histoire et justice, mais ça, c'est dans un 3e épisode.